Je vais vous parler des solutions techniques et ma collègue va vous parler des solutions organisationnelles qu'on peut mettre en œuvre lors de l'intégration d'applications robotiques collaboratives. Donc tout d'abord, je commence par un contexte réglementaire, normatif. Donc il faut savoir qu'il y a un certain nombre de documents normatifs qui aident à donner des exigences pour la mise en œuvre d'applications robotiques collaboratives. Notamment, il y a la 10218 partie 1 qui concerne les fabricants de robots, donc qui donne les exigences pour les fabricants de robots. Il y a également la 10218 partie 2 qui, elle, donne des exigences pour les intégrateurs de robots, donc ceux qui vont installer le robot avec son outil, avec les différents équipements pour l'application robotique. Et notamment, c'est dans cette norme-là qu'on va trouver les déclinaisons des différents éléments de sécurité qui permettent de mettre en œuvre en sécurité une application collaborative. Il faut également savoir qu'il y a un document technique, qui n'est pas une norme, donc, qui est la 15066, qui, elle, va donner des spécifications plus détaillées quant à la mise en œuvre de la collaboration de robots. Et on va trouver dans cette norme, par exemple, les seuils d'effort qui sont tolérables lorsqu'on peut avoir, par exemple, un contact entre un homme et un robot. Donc il faut savoir qu'il y a des seuils d'effort à respecter. Donc c'est dans ce fameux document technique qu'on va trouver les différents seuils d'effort et les méthodes de calcul de la vitesse du robot pour ne pas dépasser ces seuils. Donc comme je le disais, la 15066 détaille les différents éléments en lien avec la robotique collaborative, et notamment la fameuse limitation de puissance et de force, dans laquelle on va arrêter le robot avant de dépasser les seuils en cas de contact. Il faut savoir que cet élément technique, qui est la limitation de puissance et de force, a un champ d'application limité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser dans tous les cas. Notamment, il faut être sûr qu'il n'y ait pas de risque raisonnablement prévisible de contact avec la tête, parce qu'on considère que la tête est un élément sensible pour lequel on n'autorise pas le contact. Il faut savoir aussi que ça ne couvre que certains risques, qui sont l'écrasement, le pincement et le choc. Ça ne va pas couvrir d'autres risques liés au process, ou des risques électriques, ou d'autres types de risques. Il va falloir mettre en œuvre d'autres solutions de prévention. Et il faut savoir aussi que ça doit être accompagné de l'utilisation de fonctions de sécurité qui permettent justement d'arrêter le robot avant de dépasser ces fameux seuils. Donc on retrouve différents éléments techniques qui nous permettent de mettre en œuvre une application robotique collaborative en sécurité. Donc je vais les détailler un par un, mais on peut agir sur les caractéristiques du robot. Il y a l'arrêt nominal de sécurité contrôlé, le guidage manuel, la vitesse et distance de séparation contrôlée et la limitation de puissance et de force. Donc il y a les numéros de paragraphes qui font référence dans la norme. En ce qui concerne les caractéristiques du robot, c'est un élément technique qui nous permet de réduire les dommages lorsqu'il y a un contact, par exemple. Et ça revient à agir sur le robot, à réduire la masse du robot, à ne pas utiliser d'angle vif ni de parties saillantes. On peut aller jusqu'à recouvrir le robot par un matériau souple, absorbant, pour réduire l'impact d'une collision. Donc ce sont des solutions de prévention intrinsèques, qui sont montées sur le robot, mais qui sont incomplètes. Il faut les compléter par d'autres éléments de sécurité. Et notamment, on retrouve comme élément de sécurité l'arrêt nominal de sécurité contrôlée. Donc dans cet élément de sécurité, on va essayer d'arrêter le robot. On va arrêter le robot lorsque l'opérateur se trouve dans l'espace de travail du robot. Donc là, on considère que le contact est dangereux, donc on n'autorise pas le contact. Donc dès que l'opérateur pénètre dans l'espace de travail du robot, on déclenche un arrêt qui peut être de catégorie 2, donc sous alimentation, en gardant l'alimentation du robot, un arrêt qui va être surveillé par une fonction de sécurité. Et on peut aussi procéder par des phases de ralentissement pour optimiser cet élément de sécurité. Et dès que l'opérateur va sortir de l'espace de travail du robot, le robot va pouvoir reprendre son fonctionnement vu qu'il était en arrêt catégorie 2. On a le guidage manuel. Donc dans ce cas de figure, le robot est guidé manuellement par l'opérateur. Donc il y a un contact permanent entre l'opérateur et le robot. Alors, il s'agit généralement de robots d'assistance physique, sans contention, donc
que nous ne traitons pas en détail dans cette journée technique. Donc c'est un élément technique qu'on va utiliser essentiellement pour les robots d'assistance physique. Donc le robot doit être équipé d'un dispositif de validation, donc c'est une poignée spéciale qui permet d'arrêter le robot s'il y a crispation ou relâchement de l'opérateur. Et on va contrôler la vitesse du robot, donc ça va être une vitesse limitée et contrôlée par une fonction de sécurité. Donc dès qu'il y a un non-respect de vitesse ou qu'il y a déclenchement de la poignée de validation, on va arrêter le robot en sécurité. Un autre élément de sécurité, c'est le contrôle de la vitesse et de la distance de séparation. Donc là, dans ce cas de figure, on va faire en sorte que le robot évite le contact avec l'opérateur. Donc on va garder une distance constante entre l'opérateur et le robot. Donc pour cet élément technique, il va falloir détecter en temps réel la présence de l'opérateur et calculer la distance entre l'opérateur et le robot et agir sur les trajectoires du robot pour éviter en temps réel le contact. Donc évidemment, la vitesse du robot, elle est limitée et contrôlée par une fonction de sécurité. Et au cas où il n'y a plus de respect de cette fameuse distance de séparation, on va déclencher un arrêt de sécurité. Et à ce moment-là, le robot s'arrête. Et finalement, donc, on a l'élément technique qui est la limitation de puissance et de force. Donc, dans ce cas de figure, sur certains types de robots, on va autoriser le contact entre l'opérateur et le robot. Donc, ça dépend de l'application, s'il y a du type de collaboration. Donc, le contact peut être autorisé, mais sous certaines conditions. Donc, on va surveiller de manière sûre la force et la puissance développées par le robot lors d'une collision. Et on va arrêter le robot avant qu'il dépasse les seuils d'effort, de force et de puissance tolérés par la norme. Donc évidemment, le robot évolue à vitesse limitée et contrôlée, donc comme dans les autres cas. Et on a une fonction de sécurité qui va mesurer, donc on va mesurer cet effort. Donc en général, ce sont des robots, ils sont souvent appelés sur le marché cobots, des petits robots équipés de technologies qui permettent de mesurer cette force et cette puissance. Donc ça va être ou des capteurs de force ou de la lecture du courant moteur ou différentes technologies comme Stobli, on a vu précédemment avec une enveloppe autour du robot. Donc ça permet de mesurer cette force et arrêter le robot avant qu'il n'y ait dommage. En fait, ces seuils d'effort ont pour but de garantir l'absence de dommage pour l'opérateur. Donc j'ai passé la main à ma collègue. Merci. Donc moi, je vais vous parler effectivement des solutions organisationnelles. Donc c'est une démarche qui repose sur les principes généraux de la démarche qu'on adopte lorsqu'on traite des facteurs humains. Donc d'abord, il s'agit d'impliquer le plus en amont possible les futurs utilisateurs dans la réflexion. Ce sont eux qui connaissent le mieux leur activité et ses contraintes. Il s'agit aussi d'identifier, de décrire les tâches qui vont bénéficier de la robotique collaborative. Donc identifier les postes de travail concernés et quelles tâches vont être prises en charge. Anticiper également le plus possible les modifications qui vont être créées par l'introduction du robot collaboratif dans la situation de travail. Donc ces impacts sur l'organisation, le collectif, le rôle des utilisateurs, leur activité. Anticiper aussi et communiquer sur la répartition des tâches entre le système robotisé et les utilisateurs, et en particulier imaginer les tâches nouvelles qui vont apparaître dans la collaboration. Et puis enfin communiquer sur les avantages et les éventuels points bloquants qu'il peut y avoir dans l'introduction d'un robot collaboratif. Donc les avantages, c'est la suppression des tâches répétitives sans valeur ajoutée et souvent des douleurs qui peuvent être éventuellement associées. Et puis les points bloquants, éventuellement, les opérateurs peuvent craindre de travailler avec une machine avec l'absence des barrières de protection, la peur de perte d'emploi également. Donc le déploiement s'effectue en plusieurs étapes. Avant que le cobot soit installé dans la situation de travail, il s'agit d'aider les opérateurs à construire le sens, leur permettre de se forger une représentation adéquate du robot. Donc là, proposer une définition claire du rôle du robot, de ses fonctionnalités, de ses fonctions, de l'intérêt et des limites qu'il présente, et puis les raisons pour lesquelles on souhaite le développer dans cette situation de travail-là précisément. Au moment où le robot commence à être utilisé, les opérateurs donc sont formés, commencent à utiliser le robot dans la situation de travail. Donc là, il faut leur permettre de se familiariser progressivement pour qu'ils puissent s'adapter au changement qui va être introduit. Donc là, si c'est possible, tester d'abord hors situation de travail et puis ensuite introduire le robot dans la situation de travail et permettre dans cette étape-là la remontée d'informations de la part des opérateurs
pour qu'il puisse dire ce qui va et ce qui ne va pas dans la collaboration avec le robot, pour pouvoir permettre des ajustements éventuels dès le départ. Et puis à plus long terme, il y a l'usage dans l'activité. Là, il s'agit de construire et de consolider les usages, d'accompagner les opérateurs dans la construction d'un usage en situation. Donc là, pour limiter les impacts indésirables du robot sur l'activité. Et puis, en mettant en place, cette fois-ci sur le plus long terme, un système de retour d'expérience pour que les opérateurs puissent communiquer sur ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien. Donc il y a plusieurs risques identifiés dans la collaboration homme-robot pour ce qui est des facteurs humains. Ça concerne à un niveau macro l'organisation, ensuite le collectif, ensuite les activités proprement dites de l'opérateur, aussi bien mentales que physiques, et puis les risques liés au contact physique. Pour ce qui est de l'organisation, ça concerne la réaffectation des rôles, l'adaptation du travail demandé, éventuellement du poste de travail, et puis la définition de nouvelles priorités. Pour le collectif, il peut être éventuellement fragilisé par l'introduction du robot collaboratif, avec la disparition de son rôle protecteur et un risque d'isolement pour l'opérateur. Il y a des activités pour l'opérateur qui vont apparaître, des nouvelles activités qui vont être relatives à la compréhension de ce que fait le robot collaboratif, la surveillance, l'anticipation, la gestion des incidents dans la collaboration. Donc ça peut conduire à des impacts sur la charge de travail, le sens donné au travail, l'expertise, enfin plusieurs dimensions. Et puis au niveau des activités vraiment physiques de l'opérateur, il va y avoir aussi des modifications dans sa gestuelle, avec l'apparition de nouveaux gestes, en particulier la question de la synchronisation des mouvements entre le robot et l'opérateur, et puis l'apparition de douleurs éventuelles. Et enfin, les risques liés au contact physique. Donc là, c'est les contacts potentiels qui vont potentiellement exister entre les éléments mobiles du robot, l'ensemble du corps humain et l'environnement du poste de travail. Et donc là, c'est les solutions que vous a présentées mon collègue juste avant, qui vont être mises face à ces risques. Donc il y a plusieurs processus mentaux qui sont impactés dans la collaboration homme-robot. Le processus d'acceptabilité et d'acceptation. Donc là, ça concerne l'adoption ou le rejet d'une technologie par les utilisateurs. Donc un peu plus tard dans l'après-midi, ma collègue Liane Violent vous en parlera un peu plus en détail. Il y a aussi le niveau de confiance de l'opérateur, donc le niveau de confiance en lui-même, en ses propres compétences, et puis la confiance qu'il va placer dans le cobo, qui va affecter la qualité de la collaboration. Il y a des choses qui vont, des dimensions aussi qui vont varier après l'introduction du robot, comme le niveau d'expertise de l'opérateur, qui va à la fois augmenter avec l'acquisition de nouvelles compétences. L'opérateur va apprendre à se servir du robot, mais il peut y avoir aussi une perte d'expertise avec le robot qui va prendre en charge des tâches. Et donc, le facteur d'après, la conscience de la situation, va être assez importante à maintenir un bon niveau pour qu'en cas d'erreur, de défaillance dans la collaboration, l'opérateur puisse intervenir au bon moment et puis avec les bonnes compétences, continuer de maîtriser l'ensemble de la situation de travail. Il y a aussi la charge mentale qui va être impactée par la collaboration. Donc, il peut y avoir des situations de surcharge mentale avec des nouvelles tâches qui apparaissent comme la supervision, la régulation, et puis des situations de sous-charge mentale. Lorsque le robot va prendre en charge beaucoup de tâches, l'opérateur peut être du coup distrait, voire s'ennuyer. Et en cas d'incident, à nouveau, il peut avoir des difficultés à reprendre en main la situation pour apporter les corrections nécessaires. Et donc là, ça impacte aussi le niveau de responsabilité ressentie, en particulier pour la prise de décision et les erreurs commises dans la collaboration. Et on sait que plus le robot va ressembler à un humain, moins l'opérateur se sentira responsable des erreurs commises dans cette collaboration. Quand vous dites ressembler à un humain, vous pensez à quoi? De quel point de vue? Un peu des robots humanoïdes, par exemple. Physiquement. Voilà. Là, c'est vrai qu'on a beaucoup des bras robotisés, mais parfois, on peut les habiller un peu, leur donner des accessoires pour qu'il y ait une apparence plus humaine. Donc, il faut faire attention à ça aussi, parce que ça peut faciliter l'acceptation et ça peut aussi créer des effets indésirables. Donc face à ces différents risques et puis les processus impliqués, on a différentes solutions organisationnelles qui existent. Donc il y a 3 grands groupes, la formation, le suivi d'activité et puis le changement d'organisation.
Donc pour ce qui est de la formation, il s'agit de donner à l'opérateur de nouvelles compétences. D'abord de lui permettre à utiliser le robot, donc le démarrer, l'arrêter, le redémarrer éventuellement. Également lui permettre de gérer la maintenance de premier niveau, donc les dysfonctionnements peu complexes, le former aux gestes, aux procédures, en lui fournissant si possible un support écrit et imagé qu'il puisse utiliser facilement en situation de travail. Faire évoluer aussi son activité vers des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc diminuer les tâches répétitives et fastidieuses qui peuvent conduire souvent à des douleurs. Et puis enrichir les tâches manuelles par des tâches de type supervision, gestion, anticipation, régulation. Donc ensuite, il y a le suivi d'activité. Donc là, c'est vraiment lorsque le robot est installé sur le poste de travail. Donc les débuts se sont bien passés, mais même si il y a une bonne acceptation, que la collaboration se passe bien, les risques persistent malgré tout. Et donc, le suivi d'activité va permettre de repérer ce qui ne se passe pas bien, de faire des corrections au fur et à mesure et d'ajuster pour que l'acceptation reste à un niveau convenable et que la collaboration se passe le mieux possible. Donc là, les moyens pour faire ce suivi d'activité, c'est d'abord d'observer les changements introduits par le robot collaboratif dans la situation. Par exemple, les nouveaux gestes qui pourraient apparaître, les déplacements éventuels, des choses comme ça. Et puis d'évaluer les impacts physiques et psychosociaux. Donc là, ça peut se faire lors d'entretiens, par exemple, avec les opérateurs, entretiens collectifs ou individuels, pour recueillir leurs ressentis. Et puis mettre en place un système de retour d'expérience pour les événements positifs ou négatifs. Donc là, c'est bien de prévoir vraiment un support pour les opérateurs, pour garder un peu la trace aussi de ce qui se passe, de l'évolution de ce qui est... par exemple, ce qui se passe pas bien, est-ce qu'après, quand on ajuste, ça se passe mieux? Donc là, de laisser par exemple un support soit papier, soit informatique sur le poste de travail que l'opérateur pourrait remplir avant de quitter son poste pour éviter de perdre de l'information. Et puis enfin, au niveau le plus macro, on peut agir sur le changement d'organisation. Donc là, il s'agit d'adapter le travail demandé, définir le partage des tâches dans l'activité entre l'opérateur et le robot collaboratif, d'articuler les rôles de chacun. Éventuellement, ça peut conduire à modifier le poste de travail. Donc là, en termes de disposition des différents éléments, pour adapter les gestes, par exemple, les déplacements. Pour ce qui est du réaménagement collectif, donc là, ça impacte à la fois l'opérateur qui est en contact direct avec le robot, mais aussi les opérateurs dont l'activité est impactée, par exemple sur une chaîne de production qui serait en aval ou en amont. Donc là, c'est vraiment, quand on parle de travail collectif, du collectif de travail, c'est vraiment ça. Donc là, il faut fixer des priorités adaptées à la nouvelle situation de travail, laisser des marges de manœuvre à l'opérateur dans la collaboration, par exemple, laisser le choix de prioriser certaines tâches par rapport à d'autres, et puis apporter un soutien social aussi, pour qu'ils puissent ne pas être isolés, qu'il n'y ait pas de sentiment d'isolement. Et donc là, c'est le fameux suivi d'activité dont je vous parlais tout à l'heure, qui puisse remonter les informations, ce qui se passe bien ou moins bien dans la collaboration avec le robot. Et donc en conclusion, tout part de l'analyse du besoin avant de mettre en place quelque technologie que ce soit un robot collaboratif ou une autre de type exosquelette ou robot industriel. Donc ça conduit au choix de la technologie. Ensuite, il y a une analyse de risque qu'on met en face pour identifier les risques potentiels. Et ensuite, donc, on propose les solutions à la fois techniques et organisationnelles. Et c'est souhaitable de connaître dès le départ les solutions qu'on peut mettre en place pour l'intégration réussie d'un robot collaboratif. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Laurie Brun. Venez nous rejoindre, Adèle Gaillère, et venez vous installer. Comme ça, vous pourrez vous succéder au pupitre pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Et comme ça, je pourrais les poser tout simplement à Adèle Gaillère et à Laurie Brun. Tiens, Adèle Gaillère, j'ai une question pour vous. On a parlé des problématiques techniques, d'ordre technique, et puis des problématiques FOH, donc facteurs humains et organisationnels. Est-ce qu'il vous semble que dans les entreprises au quotidien, il y a l'un des deux domaines qui est sur lequel les industriels portent spontanément davantage leur attention? Est-ce qu'il y en a un qui
qui est un peu plus oublié que l'autre? Le technique d'un côté, l'organisationnel et l'humain de l'autre. C'est surtout le technique. C'est surtout le technique qui prend l'intérêt au fait des utilisateurs et des intégrateurs du fait que c'est des nouvelles technologies, donc c'est des cobots, comme je l'avais dit, à limitation de puissance et de force. Et donc les questions qui reviennent souvent, c'est quelles sont les limites d'effort, quelle vitesse je fais évoluer mon robot, mais on oublie souvent l'aspect organisationnel, puis également ce dont a parlé Laurie à la conclusion aussi, toute la partie analyse du besoin. Donc déjà commencer par analyser son besoin, voir si on a vraiment besoin de la collaboration robot pour partir sur un bon choix. Puis uniquement à la fin, lors de la mise en œuvre, se poser les questions techniques, la mise en œuvre technique avec les vitesses, les moyens de protection, les éléments de sécurité qu'il faut mettre en œuvre. Est-ce que je combine plusieurs moyens ou ça va être un seul moyen? Donc il y a plusieurs solutions après. Mais c'est vrai que l'aspect aussi organisationnel et humain, si je ne me trompe pas, est assez oublié des fois. C'est ça qui est plutôt oublié, Laurie Brun. Alors on vous a heureusement. Il vous semble effectivement que le facteur humain est plutôt moins pris en compte que les sujets techniques spontanément. Est-ce qu'il manque de la formation notamment Est-ce que la formation, c'est un aspect sur lequel on devrait pouvoir améliorer les choses? La formation, souvent, est proposée par les concepteurs de robots collaboratifs. Donc, simplement une formation pour savoir manipuler le robot, savoir le démarrer, l'arrêter. Donc, c'est vraiment de la maintenance de premier niveau. Ça dure combien de temps, typiquement, cette formation C'est souvent assez rapide. Les retours des opérateurs, c'est une demi-journée. Une demi-journée. Et alors, c'est bien une demi-journée? Ça suffit Pour avoir les fonctionnalités de base, effectivement. Mais après, pour intégrer vraiment le robot dans l'activité... là, il n'y a pas de formation. Les opérateurs se débrouillent un peu au fil de l'eau pour les premiers temps d'usage. Et c'est pour ça que le suivi d'activité, dans ces cas-là, dans cette première phase en particulier, est très importante, puisque comme ça leur permet de remonter des éléments qui n'avaient pas été anticipés, notamment des déplacements supplémentaires, ou des gestes inappropriés, ou en cas de dysfonctionnement, s'ils doivent agir fréquemment sur un type de dysfonctionnement particulier. Enfin voilà, ça crée des situations un peu... Il y a Julie Simonin qui vous demande par exemple, est-ce qu'il y a un document qui reprend toutes vos recommandations concernant l'intégration d'un cobot par rapport aux facteurs humains? Alors pas à ma connaissance. En dehors de votre PowerPoint, je veux dire. Non. Non, les normes qui existent, effectivement, c'est ce que disait Adèle tout à l'heure. Toutes les normes sont orientées vraiment sur des choses très techniques, sur des éléments de sécurité et machines. Après, il y a des normes aussi qui existent malgré tout sur l'ergonomie, mais pas précisément, comme je viens de le dire, vraiment sur l'intégration des robots collaboratifs. Donc là, c'est quelque chose qui est à construire. À construire. Bon, on a déjà une base avec votre PowerPoint. C'est vrai, il est très complet. Voilà, c'est un vrai panorama de tout ce qu'on peut faire. Votre PowerPoint à tous les deux. Peut-être une question pour vous, Monsieur Sgaillard, de Pierre Milot. Existe-t-il des textes de normes pour les fabricants d'effecteurs? Alors, il y a un document de normes, c'est pas une norme, il y a un document technique comme l'ATS, qui est un technical report qui est la 20-10-218 sur les préhenseurs. Et il faut savoir que ce document-là est en train d'être intégré dans la 10-218 partie 2, qui est en révision, parce que ça je ne l'ai pas dit dans les slides, mais c'est une norme qui date de 2011, et actuellement elle est en révision. Il devrait y avoir une nouvelle norme qui sortira courant 2022. Donc on est en plein chantier de révision de la norme, et on est en train d'intégrer justement ce document technique à l'intérieur de la norme pour les intégrateurs, qui prend en compte tous les exigences liées aux préhenseurs en général. D'accord. Préhenseurs, outils... Dernière question pour vous, Laurie Brun, c'est Alexandre Bayeul qui vous la pose. Est-ce qu'on a une idée du taux d'échec des installations robotisées suite à la non-considération du facteur humain? Là, je ne sais pas trop non plus. Ah oui, pas facile. Il n'y en a pas de statistiques là-dessus. Mais c'est vrai que ce matin, il y a eu des interventions qui parlaient de robots qui prenaient la poussière. Qui avaient été achetés dans un premier temps, peut-être un début d'intégration, et puis au final, dans l'usage, ça ne se passe pas bien. Donc ça doit être sûrement plus fréquent qu'on ne le pense. Mais après, je n'ai pas de chiffres à donner là-dessus. Ouais. Très bien. Merci infiniment à tous les deux.